Chers collègues, il est de mon devoir, avec le comité de direction, d'anticiper les événements et de préparer l'hôpital à tous les scénarios. Notre vocation, notre devoir, est de faire le maximum absolu. Nous allons avoir besoin de toutes les forces vives, de tous les bras, de toutes les énergies. Aussi, dès aujourd'hui, nous demandons à tous de réduire au strict minimum les contacts sociaux dans votre vie privée, d'annuler toutes les vacances, récupérations et congés programmés jusqu'au mois de juin. Ces consignes paraissent dures, et elles le sont. Je suis conscient que c'est une très grande charge et une très grande demande. Cette situation est un test pour nos valeurs, solidarité et engagement. Merci à tous, du fond du cœur. Il faut absolument tout faire pour qu'un scénario à l'italienne ne puisse pas arriver en Belgique. Et donc qu'on se prépare. On ne sait pas si les conditions vont être réunies ou pas pour ce scénario, mais on va se préparer, faire le maximum de notre côté pour que ça n'arrive pas. Ça, c'est un projet qui a été porté par le terrain et qui nous ont dit qu'on va faire ça. Lorsque nous posons pour la première fois notre caméra à Saint-Pierre, l'hôpital est méconnaissable. Toute la structure des soins a été repensée pour s'adapter à la prise en charge des patients, Covid et non Covid. Pour limiter les risques de contamination, les patients sont accueillis dès leur arrivée, puis guidés vers une zone de tri. Mais ce qui attire d'emblée l'attention, c'est le village des tentes, monté à la hâte par des scouts bénévoles. Donc ici, on se trouve à la sortie des sas des ambulances, des urgences de l'hôpital Saint-Pierre. Et donc à la sortie de ce sas, on a refait un nouvel hôpital. Et donc on a créé 6 petites unités avec 4 salles de consultation. Et qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui, monsieur, dites-moi? Pas de fièvre. Je vais prendre votre tension. Vous pouvez rentrer votre bras. Les patients et les soignants se protègent l'un l'autre grâce à cette plaque de plexiglas qui permet de les examiner, équipés avec des gants et un masque, sans risquer la contamination par aérosol ou par gouttelette. C'est tellement bien fait, tellement extraordinaire que beaucoup d'autres hôpitaux dans d'autres pays, même à la Mayo Clinic aux États-Unis, qui est un centre d'excellence réputé dans le monde, qui nous ont demandé pour avoir les plans et qui nous ont demandé conseil pour installer leur propre dispositif. C'est pas vous qui allez faire les courses, hein, c'est votre mari qui fait les courses. Vous restez à la maison. Maison, et vous essayez d'avoir 1,50 m avec l'autre personne à côté de vous. Alors dès le départ, l'urgence c'était transformer des lits en lits Covid, augmenter donc les capacités des équipes parce qu'aujourd'hui on a besoin de 2 fois le staff nécessaire pour un patient en temps normal. La difficulté au début c'était de reconstruire des équipes, trouver au lieu de 15 personnes pour une équipe, 30 équivalents temps plein, ça c'était la grosse difficulté. On a commencé le travail, on ne se connaissait pas, donc on a mis des étiquettes où on a écrit notre prénom. Et voilà, Madame Lombo est passée une fois chez nous et nous a fait nos plaquettes avec nos propres prénoms. C'est la première fois que je ne suis pas dans mon équipe. Mon équipe n'a que 4 personnes le matin. Ici, j'avais 15 personnes le matin à gérer. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est quand même énorme. Hein? Ça, c'est les 15, c'est toute mon équipe au complet. Là, c'est chaque jour. Ici, vous êtes dans ce qui était auparavant notre salle de réveil, qu'on a complètement retransformé en unité de soins intensifs. Nous mettons tous les patients qui ne sont pas infectés par le Covid. Et donc, il y a tout un staff, des médecins, des anesthésistes qui ont conçu ceci. Tout le monde est venu en renfort, tout le monde a mis la main à la pâte, constitue une équipe de gens compétents mais qui ne se connaissaient pas forcément. Carrément, on ne fait plus la même chose. Donc, tout le monde a fait, pendant sa formation, on a fait 6 mois de soins intensifs, mais pour la plupart, on est quand même plus du tout dans ce qu'on fait tous les jours. Moi, je suis assistante en anesthésie en 2e année et aujourd'hui, on est reformé pour être aide infirmière aux soins intensifs. Je les aimais déjà beaucoup, nos infirmiers, mais c'est vrai que là, on a encore beaucoup plus de respect pour tout leur travail. On a aujourd'hui formé plus de 1000 personnes dans notre hôpital avec une équipe de formateurs qui travaillent 7 jours sur 7, de 7 h du matin à 9 h du soir. Ça, c'est mon linceul.
On forme tout le personnel qui est amené à être en contact avec des patients, soit suspects, soit confirmés Covid-19. Je pense qu'on est au-delà de 1200 collaborateurs, mais tout diplôme confondu. On a des ophtalmos, des dermatos, des infirmiers, des kinés qui sont amenés à faire des soins. Déjà, ce sont des personnes, pour la plupart, qui sont volontaires. Ils arrivent vraiment ici dans un bel état d'esprit. Donc ils ont envie d'aider, ils ont envie d'être participatifs, volontaires. Celui qui entre en chambre, indépendamment de son diplôme, il suit toutes les consignes qui sont édictées. On ne retient rien. On n'a rien à prouver. Le risque est potentiellement le même pour tout le monde. Et ça, je pense que ça a été très anxiogène pour les soignants qui se trouvaient dans des unités non Covid. Parce que quelque part, on est encore mieux protégé si on sait qu'on travaille dans une unité Covid. Puisque là, on a le matériel. Je pense que ce qui fait vraiment la signature du CHU dans cette crise, c'est le pari que les psychologues ont accepté de faire, de rester physiquement présents auprès de leurs collègues. Comment ça va, Valérie? Ça va bien. Ça va bien. Tu venais d'où avant d'arriver ici? Le premier temps, c'est celui de l'apprivoisement, je dirais, de fonctions nouvelles, de lieux nouveaux, du fait de devoir renouer avec une équipe qu'on ne connaît pas et s'adapter au fait qu'ils quittent des fonctions qu'ils connaissent bien, dans lesquelles ils ont acquis une certaine compétence, une certaine excellence, et qu'ils sont, pour les raisons de l'épidémie, réquisitionnés et déplacés sur des compétences, des fonctions que peut-être ils ont le sentiment de maîtriser moins bien ou dans lesquelles ils se sentent moins à l'aise. Je suis infirmière aux soins intensifs au 607A depuis environ 15 ans et c'est ma première après-midi en unité Covid, donc je commence par être aide pour probablement d'ici quelques jours être opératrice. Ça fait un peu peur quand même, hein. Mais sinon je suis avec des gens en qui j'ai confiance, on est bien encadré je pense, on est bien ici. Bon, enfin, quitte à être dedans, autant être ici je pense. Tant qu'on n'a pas été dans une unité Covid, on a peur. Une fois qu'on est rentré dedans, on a aidé une première fois, on sait quoi faire avec les prélèvements et tout. En fait, la peur, elle y est. Enfin, moi, j'ai pas peur. On est couvert de la tête aux pieds. On meurt de chaud là-dessous, mais c'est important pour se protéger soi. Se protéger soi, protéger ses proches, éviter de ramener les bactéries, les virus à la maison. Et voilà, c'est grâce à ça qu'on peut travailler en confiance. Ouais, ça, c'est la clé, c'est clair. On soigne le Covid grâce aux bandelettes oranges et aux agrafes. Voilà, c'est ça le nerf de la guerre. Force orange et des agrafes, c'est l'essentiel pour soigner le Covid. Si le Covid est sur toutes les lèvres, aujourd'hui, c'est pourtant un autre sujet brûlant qui est abordé dans le local des urgences. On a un retour de nos équipes depuis quelques jours où effectivement les gens des Home sont très démunis. Au lieu d'avoir des blouses, ils se mettent des sacs poubelles. Ils n'ont pas le matériel suffisant pour travailler. Ils voient beaucoup de gens mourir. Ils n'ont pas assez de ressources. Ils n'ont aucun soutien. On a l'impression que c'est les grands abandonnés de cette crise. Et ça choque beaucoup les infirmiers chez nous qui sont vraiment dégoûtés de voir ça. En off, nous apprenons que l'hôpital essaye de trouver une solution pour soulager les maisons de repos. Nous n'en saurons pas plus pour l'instant. Nous nous contentons donc de suivre le mouvement. Donc là, on est samedi. Donc là, on va passer à l'unité de soins intensifs 607, qui a connu une journée très difficile hier. La crainte, c'est d'un moment donné avoir tous les lits qui sont occupés et avoir un patient en salle qui se dégrade, pour lequel on ne peut pas avoir de place ici, mais la situation pour le moment est gérée. Là maintenant je vais m'habiller de façon un peu spéciale avec une cagoule et avec une ceinture parce que je vais rester relativement longtemps dans la chambre. Il y a un souci que le soignant oublie beaucoup, c'est qu'on a toujours un masque, donc on oublie de boire. Parce que le soir, après un chiffre de 11 heures ou de 10 heures, on est complètement déshydraté.
si je reste là dans la chambre pendant 2 heures, 2 heures et demie, j'aurai chaud. C'est pour ça qu'on a mis la ceinture, parce que la ceinture permet un air un peu plus respirable. Mais quand je vais sortir, mon uniforme sera trempé. C'est notre premier passage aux soins intensifs. L'atmosphère est hallucinante. La tension est palpable. Ici, chaque geste a son importance. Tous les soignants sont en mouvement. Et pourtant, il fait chaud. Il fait étouffant. Maintenant, je vais aller dans l'autre chambre. Et c'est ce que je fais à longueur de journée, c'est rentrer, sortir. C'est notre travail quotidien. Nous sommes plongés au milieu des images que tout le monde connaît. Des images qui font froid dans le dos. Mais les soins intensifs ne sont que la partie visible de l'iceberg. Sous la surface, c'est tout l'hôpital qui est submergé par le Covid. Dans les rayons de la pharmacie, nous assistons au balai incessant de la préparation des médicaments. Un par un, minutieusement. Et puis, il y a l'évacuation des déchets. Des montagnes de poubelles qui doivent être évacuées avec précaution. Pour lutter contre le Covid, dans chaque recoin de Saint-Pierre, il faut frotter, nettoyer, désinfecter. De jour comme de nuit, il faut frotter, nettoyer, désinfecter. Tout doit être passé en revue, tout le nettoyage de tout l'hôpital. Et donc les médecins ont créé donc, la brigade des lavettes pour venir en aide à ce personnel et prendre en charge le nettoyage supplémentaire qui se rajoute et remplacer le personnel manquant. Embryologiste. Secrétaire de département. Donc c'est pas du tout mon domaine, mais on est là pour prêter main forte. Pas besoin de faire du sport. Venez nettoyer les tentes. Si on est tout seul, on met une bonne demi-heure par tente. Et à deux, 15-20 minutes. Chouette à deux. On se voit, on parle, on chante. Hakuna Matata, quel chant fantastique. Hakuna Matata. Quand tu es bonne humeur, tu travailles très bien. Merci, bisous. Moi. Un coin du voile se lève sur le projet destiné à venir en aide aux maisons de retraite. Nous sommes attendus dans les ateliers du musée de la bande dessinée, en périphérie bruxelloise. Marc et son équipe de bénévoles y travaillent d'arrache-pied pour transformer un bus. Mais pourquoi un bus? Si on veut être efficace pour l'épidémie, il faut tester et isoler les gens. Donc l'idée du bus, c'est de recréer ces structures hyper protégées pour les soignants, pour aller auprès des populations cibles, principalement dans les maisons de repos. L'entrée du corps médical se fait par l'arrière et la partie centrale a été complètement isolée. Donc c'est le même principe que les cabines de consultation qu'on a vues au tri de la garde. Et on peut faire des frottis, on peut faire des examens, on peut faire toute une série de choses en étant protégé. L'avantage à l'hôpital Saint-Pierre, c'est que quand on a une idée, on peut tenter de la développer et puis avec les moyens du bord, réaliser quelque chose qui a du sens. Un nouveau jour se lève. Bruxelles est toujours à l'arrêt. Chaque jour apporte son lot de nouveautés sur la connaissance du virus. Il y a des rumeurs, des fake news, des faits.
la presse converge vers Saint-Pierre pour s'informer. Parce que Saint-Pierre, ça a une légitimité. À Bruxelles, en Belgique, on sait que c'est un hôpital de référence ici, justement, pour tout ce qui était Covid-19. Quand, par exemple, on doit faire un direct par rapport aux chiffres, c'est ici devant qu'on peut se retrouver, devant l'hôpital, devant l'entrée qui est bien connue. Et dans cette période-ci, on sait que Saint-Pierre, c'est un petit peu le centre des attentions. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là. On n'est pas frustré parce qu'on sait que ce qui se passe à l'intérieur est très compliqué, mais la communication est très bonne. Il y a tout le temps quelqu'un qui répond, qui nous dit oui, ça va être possible, non, ça va pas être possible. Évidemment, nous, on a envie d'avoir accès à tout, mais on se rend bien compte que pour des mesures sanitaires, c'est pas possible. Donc nous, notre rôle, c'est de contribuer à la bonne information, mais pas au détriment des soins, pas au détriment de nos soignants, pas au détriment des patients. Et donc ça, c'est parfois une limite qui n'est pas facile à faire comprendre. Qu'on ne cache rien, c'est pas parce qu'on ne montre pas tout qu'on cache des choses, mais on préserve quand même nos équipes et les patients. C'est notre mission première, c'est les soins, c'est pas des studios d'enregistrement. On pense qu'il y en a qui le comprennent très bien, d'autres un peu moins. C'est aussi très important pour moi de faire de la communication avec le grand public pour relayer le travail qui est fait ici à l'hôpital Saint-Pierre, pour leur expliquer ce que nous faisons, pour leur expliquer ce que nous vivons sur le terrain, parce que le grand public nous soutient. On reçoit énormément de soutien, de témoignages de sympathie, de lettres, de dessins. Et donc pour moi, ça fait partie, je pense, de notre responsabilité de dire aux gens voilà ce que nous faisons et voilà pourquoi vous nous soutenez. Ah, bonjour, les pizzas pour les Saint-Pierre, pour aider un peu à vivre un peu mieux notre médecin qui travaille pour nous. Voilà, quelque chose d'italien. Voilà. Merci. Je vous en prie. On est extrêmement touchés par toutes les marques d'attention qu'on reçoit de commerçants, de traiteurs, de gens du coin ou même de citoyens bienveillants qui pensent à nous et qui nous envoient des pâtisseries faites maison, des gaufres, des gâteaux. Donc un tout grand merci à toutes ces personnes qui pensent à nous sans nous connaître et qui nous envoient toutes ces bonnes choses. Voici un plat préparé à Bric-à-Mou pour l'être humain que vous êtes par un autre être humain qui vous envoie de la bonne énergie. Voilà, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Voilà, ce sont des chocolats. Merci beaucoup. On a reçu énormément de dons, que ce soit financier, mais aussi énormément en nature. Et donc, il a fallu mettre en place effectivement toute la logistique de distribution de ces dons, les réceptionner et ensuite faire en sorte que l'ensemble de l'hôpital sur les 2 sites reçoive ces dons. Donc Agnès, elle met vraiment du cœur à l'ouvrage, elle a très à cœur que tout le monde soit content. Et donc elle a fonctionné avec des tableaux, a fait en sorte de répartir de manière la plus équitable possible l'ensemble des dons qui ont été donnés. Et ça a été assez sportif, elle a perdu quelques kilos dans l'histoire. Vous avez rendez-vous pour une interview avec qui? Ah non, rentrez comme ça, non. Mais vous inquiétez pas, j'arrive, je les préviens. Attendez-moi là. C'est une grosse journée aujourd'hui? C'est intense. Je ne peux pas vous accorder de venir avec une caméra au centre intensif. Voilà, toutes les excuses. Humainement, j'aurais préféré que ça ne nous arrive pas. Professionnellement, c'est sûr qu'on découvre des ressources dans tout cet hôpital qui sont incroyables. C'est du respect, c'est de l'admiration, c'est de la fierté de travailler avec ces gens-là. C'est la meilleure partie de mon job, c'est que en fait, je ne dois rien inventer, tout est là. Il n'y a plus qu'à communiquer sur tous les talents de notre institution et donc vraiment, je suis très fière de travailler pour ces gens-là. Comme on le dit souvent, on a un esprit Saint-Pierre qui est très très fort et qui est ressorti par tous les membres de notre institution, je pense que je peux le dire, qui est très rassembleur. On est vraiment là les uns pour les autres. C'est pas de la com, c'est vraiment l'ADN du CHU Saint-Pierre, c'est ça, c'est l'esprit qui règne ici. On est super contents parce qu'on peut mettre une énorme bannière sur notre façade pour remercier la population parce qu'en fait on reçoit des dons tous les jours et c'est incroyable le soutien qu'on reçoit, que ce soit sur les réseaux sociaux, on reçoit des dessins, des applaudissements le soir. Moralement on tient grâce à tout le soutien qu'on reçoit, le soutien de la population, le soutien des entreprises, vraiment donc oui, merci à eux, vraiment c'est inestimable. En Belgique, la saga des masques bat son plein. Détournés, renvoyés, de mauvaise qualité.
Il n'y a plus de solidarité internationale, il n'y a plus de respect pour rien, c'est chacun pour soi. Et donc, réquisition. Les grands pays qui sont producteurs de masques ont gardé leur stock. Des millions de masques chinois débarquent à Bruxelles. Il y a un doute sur leur fiabilité, mais ils sont tout de même livrés aux hôpitaux. Ce sont les fameux masques qu'on a reçus de Chine, la fameuse commande qu'on attendait. C'est aux pénuries de cela pendant une période. La qualité n'est pas la même que les originaux. On a reçu des dons de masques, mais ça diminue, quoi. Donc, je ne sais pas quand ça va rentrer, mais le stock diminue au fur et à mesure. Donc ça devient un petit souci. Au niveau du matériel, on commence à en avoir de moins en moins, évidemment. Et donc il faut un peu imaginer. On leur dit, imaginez que vous avez une charlotte sur la tête, imaginez que vous déchirez la cordelette. Voilà, c'est comme ça. On s'adapte. Il n'y a pas de produit, mais on simule une désinfection à la solution hydroalcoolique. On le fait à l'air. On fait pchut, 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 pchut. Ça, c'est le fameux masque FFP2 qui fait couler tant d'encre. C'est plus difficile pour ceux qui n'imaginent pas bien, qui comprennent quand ils voient quelque chose. On a dû adapter les formations par rapport à ce matériel qui est en pénurie. On a commencé à habiller une seule personne sur le groupe et pour en arriver à je suis formateur aujourd'hui et c'est moi qui m'habille pour faire la démonstration aux personnes qui viennent en fait assister à la formation. On a des soignants qui sont encore volontaires tant qu'ils sont protégés. Je ne sais pas comment ça peut se passer si on ne propose pas un même degré de protection. Pour l'instant, ça va, mais on se questionne quand même pour la suite. On me disait que c'était 4 heures la durée de vie de ce masque. Et là, du jour au lendemain, parce entre guillemets... on est dans une situation de pénurie. Maintenant, on analyse les choses de très près et en fait, on se rend compte que ces masques peuvent durer plus longtemps et surtout peuvent être restérilisés. Donc, on a tout testé ici avec les experts. Bien, le masque garde tout à fait toutes ses propriétés à 100%. Actuellement, on a des masques pour tenir jusque quand? Donc, je pense qu'on se pose la question. On a des masques pour tenir, on peut encore tenir un mois. D'ici là, on aura d'autres masques qui vont rentrer, donc ça, vous ne devez pas vous inquiéter. On a un peu peur qu'à un moment donné, on nous demande de rentrer avec les masques chirurgicaux, des visières. Et, on se sentirait vraiment moins bien protégé, voire pas assez du tout par rapport au virus, qu'on ne connaît pas parfaitement les critères. Tous ces masques qui arrivaient de Chine, même s'ils remplissent les normes communauté européennes, quand on les teste en conditions réelles, ils ne sont pas performants à 100%. Très vite, on s'est rendu compte qu'on allait être à court de masques FFP2. On a réfléchi à l'utilisation de la stérilisation, parce que ça, c'est une technique qui est validée, qui est connue dans la maison. Et donc, sur base de ce qui se fait dans d'autres hôpitaux universitaires en Europe, on a fait des tests recyclés, stérilisés. On a soumis aussi ces masques à une firme extérieure qui est spécialisée. Et donc, le masque restait parfaitement performant après 5-6 cycles de stérilisation. Les premiers masques arrivent sous nos yeux à la stérilisation. C'est l'improvisation. On nous a appris qu'il fallait restériliser les masques FFP2. Là, on se rend compte que c'est pas si évident que ça. C'est pas évident. Mais il vaut mieux les prendre tous et les mettre dans un seul sachet. Il ne faut pas les faire un par un. Même si c'est des unités différentes. S'il y avait moyen de faire quand c'est serait clair, parce que vraiment, c'est pris au dépourvu. Ça, c'est vraiment la première fois qu'on les fait maintenant, donc on doit trouver le bon procédé. Là, vous débarquez, on doit commencer à s'habituer à les avoir. Mais notre responsable est là! Attendez, ne filmez pas encore! Non, on n'a pas envie. Aujourd'hui, nous recevons pour la première fois les masques FFP2 à restériliser. Après le cafouillage des premières minutes, la stérilisation des masques est lancée. La procédure est suivie à la lettre et les masques sont renvoyés aux unités dans les délais. Chaque jour, toutes les unités sont confrontées à des changements. Depuis la crise Covid, elles ont dû apprendre à s'adapter sans cesse aux circonstances. Je suis très fière de mon équipe sur laquelle je peux compter. Troisième utilisation. C'est un moyen de protection de tout le visage, on le met sur le visage, ça évite les projections, ça protège le masque, ça protège les yeux, enfin voilà, ça protège tout le visage.
Ça vient de dons et cette partie-ci, elle est faite en 3D. Pourquoi est-ce qu'on les assemble nous-mêmes? On pourrait les amener comme ça dans des unités de soins. Le souci, c'est que ça prend quand même un petit peu de temps et il faut le faire délicatement pour ne pas les casser. Avec Né, combien est-ce que vous faites de masques sur une journée? Ah, ça c'est la question piège. Une bonne centaine. Tous les jours, il y a des nouveautés, il y a des choses qui changent, rien que déjà dans les modèles des visières. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Ça, il y a des gens très ingénieux. Voilà, donc ici on a 200 et on a de nouveaux modèles aussi, avec le modèle de lanière en fait. Ah oui, ça ils aiment bien. Voilà. On a d'abord mis une annonce sur Facebook pour voir un petit peu si c'était possible de se procurer des feuilles de PVC et beaucoup de gens ont réagi. Et donc au final on s'est retrouvé avec des milliers de feuilles comme ça et plein d'idées pour fabriquer des montures et donc on en arrive là. Donc la conception des montures, c'est avec... ça a été discuté avec le laboratoire de l'ULB. Donc on a essayé plusieurs montures et ça c'est un petit peu le résultat final. Il s'est passé avec les respirateurs exactement ce qui s'est passé avec les masques. Les grands pays qui sont producteurs de respirateurs ont réquisitionné leur stock. Maintenant, nous avons eu une bonne nouvelle après différents reports ce week-end que nos respirateurs sont arrivés en Belgique. Ça, c'est un grand soulagement parce qu'ils étaient bloqués à l'étranger et là, ils sont arrivés à Bruxelles. Donc, on va les avoir. Oui, bonjour, c'est Marc de Crelier à l'appareil. Oui. Je voulais savoir où vous en étiez. Nous arrivons. Parce qu'on est là avec... il y a un comité d'accueil, hein, ça je peux vous le dire. Un, c'est une deuxième vie pour ce bus, mais deux, c'est surtout le sentiment d'être utile à évidemment une cause qui est particulièrement importante et qui nous touche tous. Et il va permettre demain d'aller faire des tests de manière décentralisée, là où les médecins l'estimeront nécessaire. Effectivement, on ne dit pas cloisonner à l'hôpital et donc c'est toute une chaîne de soins et les homes c'est le premier maillon de la chaîne de soins et je pense qu'ils sont vraiment dans des grosses difficultés pour le moment. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une bonne idée et ça c'est vraiment l'esprit Saint-Pierre. On est donc lundi matin, 8h moins quart, on est devant la maison de repos Vézal. On va faire le personnel soignant qui n'a pas encore été testé. L'hôpital Saint-Pierre a toujours montré l'exemple. Je trouve que si on peut se déplacer vers les personnes les plus fragilisées, qui sont notamment les personnes qui sont dans les maisons de repos, si on peut montrer l'exemple et d'avancer un peu dans les testings, à ce moment-là, on aura combattu réellement ce Covid-19. En ce moment, des gens qui font tout à fait autre chose viennent nous aider parce qu'il y a beaucoup de postes dans le bus qui ne nécessitent pas nécessairement qu'on est médecin. Je suis étudiante en médecine, donc ça me permettait un peu de voir la réalité parce que nos stages se sont arrêtés, donc c'était une manière d'aider comme je pouvais. Moi je m'appelle Zoé, je suis étudiante en psychologie. Très bonne ambiance. Vendredi on a fait presque 100 personnes. On y est, voilà, c'est fait. Vous pouvez remettre le masque. Je sens que les gens sont soulagés quand c'est fait parce que maintenant ils ont vu ce petit et ouais, ils sont un peu moins inquiets. Quand je quitte mon domicile, tout Bruxelles dort encore, on voit toutes les lumières encore éteintes. J'arrive ici vers 6h20, 6h30. Et on se dit bonjour, on parle de tout, de rien. On essaie de pas trop parler d'ici, quoi. Aujourd'hui, je vais au 607, là où il y a un voilà. Je monte ici, je regarde combien de chambres de libre ou si ça s'est rempli ou pas. Ici, à la 7, elle s'est réveillée, la dame. Elle a eu beaucoup de difficultés, donc je vois qu'elle s'est réveillée, donc ça fait plaisir. Le médecin rentre dans la chambre, comme nous on rentre dans la chambre, les infirmiers la même chose. Si le patient est réveillé tous, on lui demande de mettre sa main ou son masque. On est tous presque au même niveau. Pas tout à fait, mais quand on rentre dans la chambre, oui. Ils ont autant de travail que nous. Et dans des conditions aussi difficiles, puisqu'ils doivent aussi s'habiller, ils sont seuls, ou à deux, parfois ça dépend un petit peu de la charge de travail.
kiné, donc je découvre énormément de choses, ce qui se passe en hospitalisation, à l'USI en particulier. Des équipes qui ne se connaissaient pas, qui se côtoient finalement tous les jours, qui apprennent les uns des autres, parce qu'il y a des gestes que certains ne connaissent pas, d'autres qui connaissent mieux. Donc il y a énormément d'échanges, je trouve, et moi je trouve ça assez intéressant, et j'ai l'impression que l'ambiance qui en ressort est plutôt bienveillante, et plutôt encourageante, et on est solidaires, et la solidarité c'est le principal, et c'est ce qui est chouette en fait. Tu branches d'abord en haut, puis tu éteins le truc, tu tiens la blouse et tu mets dans le bac, et tu lui tends le stérilium. Mais t'inquiète, il va dire. Il y avait 5 lits pour commencer et on se disait mais comment est-ce qu'on va faire quand il y aura plus de lits? On n'y arrivera jamais et puis finalement il y a eu 16 lits et on y arrive mais c'est pas facile. Il y a des infirmiers qui passent de 7h30 à 12h30 non-stop dans une chambre. Il fait souvent 27-28 degrés dans cette chambre, ils sont habillés des pieds à la tête, il fait très très chaud et puis c'est le stress d'être dans cette chambre, les machines qui sonnent d'un endroit à un autre. Mais voilà, aujourd'hui c'est plutôt, on va croiser les doigts. C'est plutôt calme. C'est jamais calme. Non, c'est pas calme. Allô Olivier, c'est la 509. Je t'appelle parce qu'apparemment il y a un problème de courant dans la chambre aussi. On a un gros problème, c'est qu'on a une électricité dans une chambre. Apparemment c'est une prise qui aurait lâché sur laquelle est branchée la CVVH. C'est une dialyse en continu parce que ses reins ne fonctionnent plus. Par contre, ce qu'ils ont peur, je pense que c'est le reste lâche et donc il a une ECMO. Donc c'est un poumon artificiel à l'extérieur de son corps qui oxygène son corps. Donc si ça lâche, c'est pas terrible. L'électricien est là, il voit rien sur le tableau. Ah oui, donc vous avez besoin d'un bloc. On vient aux soins intensifs pour échapper à la mort. On sait que quand un patient est ici, la famille souffre et on doit en tenir compte. Et donc il y a eu beaucoup de gestion téléphonique avec ces familles. Je serai au téléphone. Allô? Il n'y a plus personne. Chaque infirmier a ses patients attitrés. Et quand la famille téléphone pour le patient, on aime bien que ce soit l'infirmier qui s'est occupé du patient, qui donne des informations. Ça, on ne le fait pas normalement. Et ici, quand le patient ne va pas bien, on le dit. On doit être honnête et sincère. Ça va, ça reste stable, madame. De rien, merci beaucoup, monsieur. À bientôt. C'est courir partout, c'est travailler de 7h à 14h, enfin, presque sans boire, sans aller faire pipi, sans... Et ça, c'est vraiment... C'est lourd, quoi. On donne tout pour les gens et on n'a pas le choix, en fait. C'est soit nous, soit la vie des gens, quoi. On laisse tomber personne. C'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. On est très surpris parce qu'on reprend un patient, on dit voilà, dans sa médiocrité, il est stable, ça va globalement, et puis on rentre en chambre et en 1 heure, ils se détériorent, ils font une hémorragie et tu sais plus rien faire, quoi. Donc c'est... Ouais, et on sait pas. Pour ces patients, ça doit être très difficile de ne pas avoir de contact humain. Donc c'est pour ça que dans les soins, on parle aux patients, on leur explique ce qu'on fait, on se présente aussi, c'est très important. Et puis on essaie d'avoir des gestes tendres quand même envers eux en leur touchant le bras, en leur touchant la main. Donc on essaie de montrer aux patients qu'il n'est pas seul. Elle a 14 ans, je ne sais pas, et sa mère aussi dans un état critique. Elle est en coma depuis, ça fait 3 semaines, je crois. Alors elle est venue pour voir sa mère et on n'était pas bien du tout. Moi et ma collègue, j'étais aux toilettes, j'ai commencé de pleurer et après j'ai commencé le travail. Je ne sais pas si elle va revivre, si elle va encore revoir son fils ou pas. La semaine passée, le frigo ici était rempli. On n'avait plus une seule civière, on ne savait même pas où on allait les mettre. Sur 2 semaines de temps, on a eu une grosse vague de décès. J'ai jamais connu ça depuis 10 ans que je suis ici. Tout est plein, monsieur. On fait quoi avec... On met le jour pour lequel je ne le fais pas. Ici, on travaille quand même pour Saint-Pierre, Bordet, César de Pape, et on est à la morgue communale de Saint-Josse-Tenoute aussi. Donc, 4 endroits sur une seule morgue, je pense que ça fait du passage. Pour nous, personnellement, c'est assez dur
Parce que... On a l'impression de travailler au GB maintenant. Voilà, oui. On ne s'occupe plus d'eux, en fait. Moi, mon travail à moi, c'était de mettre les corps correctement, de les présenter beaux à la famille, qu'ils voient quelque chose de correct. Ici, on ne sait rien faire. On ne peut pas les habiller parce qu'on ne peut pas ouvrir la gaine. C'est assez pénible quand même. Oui, c'est vrai qu'avec le Covid, j'ai l'impression de ne pas bien faire mon travail parce que je ne peux pas laisser voir les gens comme ils sont. Se voir ça, j'ai un sac, mais je pense que c'est dur à faire le deuil. Ils viennent voir, il y en a certaines familles qui viennent voir, mais ils ne voient pas le corps. Donc c'est dur pour eux de faire le deuil aussi de leurs proches. Ce n'est pas comme ça qu'on procède avec un vrai décès où on expose la patiente décédée avec des fleurs, on décore, la famille vient comme il veut. On paie avec ces décès, on descend en bas à la morgue. Puis ici, ferme dans un sac, dans le deuxième sac, et c'est vraiment très très difficile. C'est quelque chose que je pense qu'on ne va jamais oublier. On a eu des décès, pas faciles. La semaine passée, une patiente qui est décédée et son fils était hospitalisé en pédiatrie, ça nous a tous un peu marqués. Et parce qu'on était très proche de lui et de la patiente. On est des êtres humains et donc quand c'est quelqu'un de 50 ans qui décède, c'est toujours très compliqué. Surtout quand on s'est battu et qu'on doit baisser les bras parce qu'on se rend compte qu'on ne sait plus rien faire. C'est un échec aussi pour nous. Quand je commence à nettoyer, je sens que ça c'est la fin parce que je sais son état. Même je ne suis pas une infirmière, mais je sens que, je sais pas, je sens malheureuse plus qu'avant. Avant, même je vois, c'est pas, j'ai un cœur de pierre, mais c'est pas comme maintenant, je sais pas, c'est triste. C'est quelqu'un qui est en train de mourir et la famille, personne, tout seul, ça que j'ai mal au cœur pour eux. Les fins de vie ne doivent pas se passer comme ça ne devrait pas se passer comme ça. C'est triste, je trouve que c'est très triste de voir nos patients partir comme ça, tout seuls. J'ai déjà vu quelques infirmières craquer ici, pleurer, parce que c'est nous qui accompagnons le mort, en fait. C'est nous qui sommes là pour être là pour les derniers moments. Donc j'ai une collègue qui restait pendant 1 heure à côté du patient, lui tenant la main. Mais ça, je peux vous assurer que ce sont des situations très très difficiles à gérer. Ceci pour toute l'équipe. Merci pour vous encourager et vous remercier pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Je vous en prie. Quand je viens avec un don, en fait, ça leur donne vraiment le sourire et ils se demandent toujours qui c'est. On a plein de gens qui nous envoient plein de petites attentions qui sont hyper mignonnes. C'est hyper émouvant. Mais je vais... Ça, il faut pas filmer, sinon je vais pleurer. C'est hyper émouvant. Parce que on travaille comme des bêtes. Pour moi, ce sont tous des héros. Ils sont tous des héros, ils travaillent d'arrache-pied, ils sont toujours fidèles au poste et très solidaires. On est comme une grande famille en fait, à Saint-Pierre. Lorsque je rentre, je me mets tout doucement au travail sur ma petite machine et je fais des masques. Je voulais en faire pour ma famille et ensuite, avec les tissus que j'avais achetés comme ça, je me suis dit pourquoi pas en faire pour mes collègues. Ces masques-là m'ont été demandés et je trouve ça super important. Chers collègues, je voudrais revenir sur un mot souvent utilisé, celui de héros. La motivation, l'engagement, la solidarité et la force de travail dont nous faisons preuve sont effectivement héroïques. Mais nous ne sommes pas des héros. Nous faisons notre travail avec une grande conscience professionnelle. Mais nous avons le droit d'être fatigués et de nous reposer. Nous avons le droit d'être débordés et d'appeler à l'aide. Nous avons le droit de douter, le droit d'avoir peur. Les normes et les standards auxquels nous sommes tous habitués ne seront pas applicables. Parce que nous sommes en crise. Et en crise,
On s'adapte, jour après jour, autant qu'on le peut. Comment ça se passe? Plutôt bien. Quand je passe dans les unités et que l'ambiance est détendue, je demande la permission, on fait une petite photo. Parce qu'évidemment, eux sont au four et au moulin, donc ils n'ont pas trop le temps de s'arrêter. Et donc je pense que ça pourra faire plaisir après. Tous les jours, il va sur le terrain et il va parler aux gens. Et en fonction de ce qu'il ressent, des interrogations qui reviennent, il va répondre à ces interrogations dans ses mails. Et donc en fait, les gens attendent avec impatience ces mails pour avoir la direction, pour avoir le tempo de la journée, vraiment. Alors il y a plusieurs choses qui me tracassent. La première, c'est l'état de fatigue de l'ensemble des collègues dans l'hôpital. Parce que les gens, dans tous les métiers, à tous les endroits de l'hôpital, ont énormément donné pour prendre en charge les patients Covid, pour continuer à prendre en charge les patients non Covid et pour faire en sorte que l'hôpital continue à tourner dans tous les départements. Il y a une fatigue physique, il y a aussi une fatigue émotionnelle. Donc beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'anxiété à certains moments, des situations très difficiles avec certains patients. 6 mois, 1 an, est-ce que dans 2 ans, si on ne trouve pas de vaccin, il y aura encore cette unité? Est-ce qu'on ne craquera pas avant? Un peu, je suis un peu fatiguée. Ouais. Voilà. Merci. C'est tout le problème de l'infirmier. Enfin, le problème. Je pense que pour faire ce qu'on fait, si on était centré sur nous, ça ne fonctionnerait pas. Et donc au début, oui, il y a l'adrénaline, il y a ce côté un peu aussi hyper excitant. On n'a jamais vécu. Et en fait, l'envers du décor arrive. Moi, c'est tes premiers décès, moi je trouve. Ouais. J'ai été dans cette euphorie et puis à un certain moment, tu commences vraiment à avoir des décès auxquels tu t'attaches et là tu te dis ah merde en fait il y en a marre quoi et tu sens que tu as besoin de te reposer mais tu n'as juste pas l'occasion parce qu'on a besoin de toi tout le temps. C'est déprimant mais je pense qu'il faut aussi prendre du recul. Pour le moment j'arrive à prendre de temps en temps mais... Ouais, si on est tous en dépression on fait quoi là? Il n'y a plus personne quoi. Si on est tous en dépression... C'est de la survie. Ouais, on est en mode survie quoi. Ouais. Je pense qu'on va tous être Je pense qu'on va tous péter un câble quoi. Je pense que je suis quelqu'un d'assez dynamique. J'essaie toujours de motiver des autres, de me motiver moi, mais je pense qu'un de ces 4, je vais avoir le contre-coup. Peut-être quand ça va se finir en fait. Je pense que je vais avoir le contre-coup à ce moment-là. Est-ce qu'il y aura assez de personnel pour continuer, sachant qu'on vient d'une grosse période de crise qui a nécessité beaucoup d'énergie physique, émotionnelle et psychologique? Est-ce que le personnel tiendra? Il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qui, je vous avoue, moi ça me perturbe beaucoup. Pour tout dire, puisque voilà, on est dans la sincérité, moi ça me laisse pas dormir. C'est tel quel. Mais bon, on fait avec. Beaucoup de tisane, beaucoup de thé, etc. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On fait avec et on continue. Notre travail, c'est notre métier. Hein, et voilà. On a soigné le Covid. Ici à l'hôpital, le Covid, il n'est pas qu'à l'hôpital, il est dans la rue, il est dans les transports en commun, dans les magasins. Et je pense que si je l'ai attrapé, je l'ai probablement attrapé à l'extérieur. Mais c'est quelque chose qui fait peur parce que on l'a attrapé, on retourne de nouveau dans ce même environnement, ça fait réfléchir quand même. Et donc il faut pouvoir prendre du recul par rapport à tout ça, se demander si on va pouvoir continuer à faire ça encore longtemps. C'est pas facile. Donc, il y a le Covid, il y a nos pathologies qui sont très lourdes et sans psychologue, sans un soutien mutuel, sans la solidarité, on ne s'en sortirait pas. Donc ça fait vraiment du bien. On vient travailler, on est soutenu et ça aide à aller de l'avant. Ça aide à, après avoir peur, mais en se disant ensemble, on va y arriver. Avant, ça continue et bravo à nous tous. Bravo à nous tous. Ah si ça s'arrête ce soir, je rentre et je me dis, je ne prends pas un bain avant de faire un câlin à mes enfants. Je garderai mon masque. Je garderai mon masque, je crois que ce sera par habitude, pour m'assurer que c'est vraiment fini. Parfois, on se croise dans les couloirs et la première chose qu'on se dit, c'est quand tout est fini, quand tout sera fini, on l'espère au plus vite,
on pourra se refaire la bise et se revoir. Parce que finalement, ici, c'est ce qui nous manque pour continuer à avancer, c'est d'avoir ce contact humain qu'on a, mais qu'on n'a pas comme d'habitude. Je sais pas, je prends ma voiture et je vais voir ma famille qui est pas à Bruxelles et ça paraît un peu irréel que ça se termine en fait. Mais, Alors, où est-ce qu'on va? Je crois que personne ne le sait. Il faut être honnête. Donc, c'est une incertitude de plus dans un océan d'incertitude, si on veut. L'important pour moi, c'est que sur cet océan d'incertitude, on garde un certain cap. Ce qui permet, en fait, de faire face aux imprévus et d'improviser, mais au sein d'un cadre dans lequel on a le contrôle. Quel que soit ce que l'avenir nous réserve, je pense qu'on sera prêt. Si l'avenir pose encore beaucoup de questions, une chose est certaine, les phases successives de déconfinement sont lancées. Les Bruxellois sortent progressivement de chez eux. Ils se retrouvent, prennent rendez-vous. Alors n'oubliez pas de venir quand même un petit quart d'heure à l'avance, parce qu'il y a tout un trajet, il faut vous désinfecter les mains, on vous donne un masque et puis voilà. Ça va? Aussi, pareil, ça change rien. Oui, merci beaucoup, vous aussi, hein? Au revoir. Eh bien, depuis, je dirais, lundi, depuis hier, on sent vraiment une grande différence dans le nombre d'appels téléphoniques que nous recevons, parce que les gens veulent bien évidemment reprendre leurs consultations, ou en tout cas reprendre des rendez-vous le plus rapidement possible. Pour de nombreux patients atteints de pathologies graves, il est urgent que l'hôpital retrouve son fonctionnement normal. Sans transition, tous les services réouvrent leurs portes, avec un personnel soignant encore sous le choc. C'est dans ce contexte qu'on nous annonce à nouveau l'arrivée des respirateurs. Mais pouvons-nous y croire? Oui. Je pense que maintenant, on y croit et c'est clairement l'accomplissement d'un grand moment d'attente. Et puis c'est aussi grâce à l'appel aux dons et donc au soutien du grand public qu'on a pu acheter ces respirateurs qui vont venir vraiment renforcer le soutien matériel aux patients dans nos usines. Ça faisait vraiment des semaines qu'on attendait ce moment. On n'est pas des bricoleux, donc ce qu'on fait, on doit le faire de manière très consciencieuse et il ne faut pas oublier que derrière chaque machine, il y a un patient. Il faut que le truc soit parfait, à 100%. Voilà. Là, le respirateur est en fonction. Ok, nous sommes en crise, ok, nous avons besoin de choses rapidement, mais réfléchissons aussi à l'après-Covid. Et donc je pense que le service achat a vraiment fonctionné comme ça tout du long, en ne cédant pas à la panique, en palliant à l'urgence, mais en réfléchissant de manière pérenne. Les biotechniciens, ils font un travail formidable et je pense qu'eux, ils sont très contents aussi d'avoir ces nouveaux appareils. Nos vieux appareils tombaient souvent en panne, donc on devait souvent les appeler dans des situations parfois très délicates et très compliquées. Donc pour eux, ça va un peu leur faciliter la vie aussi. Volume contrôlé. Moi j'ai l'impression que c'est un peu Noël quand on a toutes les nouvelles machines. Pour la deuxième vague, en espérant qu'elle n'arrive jamais, on pourra être prêt, encore mieux préparé qu'au début du Covid. On l'a tous vécu dans le monde, cette première vague, et cette première vague, je suis vraiment très heureuse d'avoir pu la passer ici à Saint-Pierre. Donc évidemment que ça n'était pas parfait, mais en tout cas, il y a eu vraiment des découvertes de personnes, des découvertes de leadership, des gens simplement qui étaient courageux et qui disaient « moi j'ai la trouille, mais on y va quoi ». Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a découvert? Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Génial! Bravo l'équipe, bravo! Sous le soleil estival, la Belgique retrouve enfin une certaine nonchalance. Tout le monde fait de son mieux pour oublier ce traumatisme collectif et reprendre un semblant de vie normale. Mais le virus n'est jamais très loin. En dehors de l'hôpital, le coronavirus est là. On en parle tout le temps. La deuxième vague est quiescente, donc on n'est pas sorti de cette problématique.
Maintenant, on est en période un peu entre les deux. On a tout le stress du virus. Il y a des gens qui nous ont quittés parce qu'il y a eu vraiment un corona-trauma. La mobilisation des équipes est beaucoup plus difficile parce qu'on a des équipes fort fatiguées. C'est une deuxième réorganisation d'un hôpital avec des gens qui ne se sont pas encore guéris de la première vague. Au niveau matériel, on est bon, on est bien. Je pense qu'on n'aura pas de soucis à ce niveau-là. Mais par contre, si vous allez à la garde, à l'USI, je pense que le moral des troupes est très bas et ça va être très compliqué. Pour l'instant, c'est en train de monter de façon assez explosive, puisqu'on a eu des admissions pratiquement tous les jours de la semaine passée ici aux soins intensifs. Donc voilà, ça devient un petit peu compliqué. C'est une femme, moi j'ai eu l'info, j'ai une femme qui a eu des symptômes Covid. Ça par contre, je voudrais savoir si c'est un homme ou une femme. Je sais que j'en ai au moins 2 en attente là-bas qui sont encore pas en bien. attente là-bas, elle ? Oui, on est un peu tendu, oui, parce que l'épidémie continue à augmenter, donc je pense qu'on va être vite saturé si on continue comme ça et que la courbe ne s'infléchit pas, donc c'est pas très positif. On sait qu'il y a des patients qu'on ne pourra pas mettre aux soins intensifs, on sait qu'il y a des patients qu'on ne pourra sans doute pas prendre à l'hôpital. Autant en mars, tout le monde était tourné vers nous en disant courage, on vous soutient. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils doivent fermer leur écart, ils ne savent pas comment ils vont payer leur facture de la fin d'année, donc ils ne vont pas se mettre à applaudir les médecins, ils vont se dire mais nous sommes les oubliés, alors les médecins aussi, nous sommes les oubliés. Voilà. Oui, la Mac de neuf. On est parti chercher le respi. Tu sais sorti ? Oui.